Bonjour à tous, bienvenue dans la Bubble émission. Je suis Thibaut et je suis avec Victor. Est-ce que Victor, tu vas bien? Salut, ça va très bien et toi? Ça va bien. Alors, sachez que maintenant, on est en train de faire la bascule pour de plus en plus se retrouver directement et uniquement sur nos codes France. Et l'idée, c'est que les programmes de l'émission, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'on va parler vraiment sur Bubble, c'est-à-dire c'est votre actualité Bubble, c'est votre actualité de la semaine, c'est votre veille. On en profite pour scruter les forums, pour voir les plugins, tout ce qui va sortir en template et tout ce qui peut être intéressant. Et bien entendu, on va essayer de faire venir les gens les plus intéressants de la communauté parce que justement, c'est votre émission Bubble. Alors, avant de commencer l'émission, il y a enfin la fameuse actu de juin de Bubble avec le post sur le forum qui est sorti. Donc, on va pouvoir faire le retour sur tout ce qui se passe et c'est très important parce que Dieu qu'il se passe des choses en ce moment, sachant que même si c'est l'été, il y a quand même des choses, le responsive, l'éditeur, voilà, beaucoup de choses qu'on attend énormément. Tarde un peu. Voilà. Et c'est très important de pouvoir se dire enfin qu'on va avoir, on va dire, une perspective. Et j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Et avant ça, je voulais juste parler du bootcamp. Donc nous, notre prochain bootcamp et potentiellement les nocturnes, ça va être en août. Sachant qu'en ce moment, on est déjà en bootcamp. On fait des bootcamps tout le temps. Et on a sorti la nouvelle version de la Marketplace. Je suis hyper content de vous proposer ça parce que justement, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant. Et surtout, on a enfin, genre, le truc qui me plaît, c'est qu'on a moins de vidéos, plus de texte et genre un template à nous. Et donc ça, c'était hyper cool. Donc c'était juste pour vous parler à quel point la pédagogie est importante. Parce qu'en ce moment, c'est un peu les sujets brûlants du style la formation qui est sortie d'Allegria avec la Wild Coast School et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le tour des formations qui existent, c'est un peu, je trouve, une formation très descendante et très théorique. Et aujourd'hui, nous, on essaye de vraiment faire quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif en amenant beaucoup de complets, d'exercices. D'ailleurs, quand vous regardez un peu les formations, c'est pas mal notre programme, je trouve, qui est récupéré à droite à gauche. Donc, on essaie du coup de faire évoluer notre programme encore plus. Les masterclass, encore plus de technique, encore plus de professionnalisation. Contrairement à certains avis, on peut aller très très loin en Bubble, on peut faire beaucoup de choses en Bubble, mais surtout que c'est quelque chose qui peut nous amener à une spécialisation derrière. Voilà, c'était juste pour apporter quelque chose parce que voilà, aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui parlent de Bubble, mais des fois qui donnent leur avis sans connaître Bubble ou sans en pratiquer. Et c'est ça le problème. Et aussi, je pense que vu que c'est quand même assez mal documenté, je pense que les gens ont pas vraiment une idée de ce qu'on peut faire avec Bubble, même quand tu vas sur le site de Bubble en lui-même, le site de présentation, C'est vrai que c'est avec les pas... features de Bubble, tu n'as pas idée de ce que tu es capable de faire et de jusqu'où tu es capable d'aller. Donc forcément, je comprends que l'image elle soit un peu biaisée aussi de Bubble à ce niveau-là. Ouais, mais malheureusement, tu sens que c'est un outil dev, enfin, bizarrement, c'est un outil d'ingénieur. Et en fait, en tant qu'outil d'ingénieur, c'est documenté, c'est présenté, c'est marketé façon ingénieur, c'est-à-dire on va mettre en place vraiment avant toute chose l'aspect fonctionnel Mhm. qui va avoir du mal à se positionner par rapport à un Webflow. Par contre, effectivement, les gens qui basculent sur l'outil, qui tombent amoureux, bah voilà. Là, on voit la bascule. Par contre, effectivement, ça demande vraiment quand même quelque chose d'assez particulier quand même de se mettre dans un outil parce que tu penses comme un développeur à la suite de ça. Enfin, ça change vraiment toute ta vie et c'est Ouais. ça qui est intéressant. Et on va pouvoir commencer très rapidement par les actualités de la semaine. Du coup, là, l'update du mois qui est sorti il y a une bonne semaine environ. Il n'y a pas de grosses choses très excitantes pour être honnête, mais pas mal de petites améliorations qui sont assez bien. Un assez gros changement, ça a été un changement de sécurité sur la manière dont vous vous connectez à Bubble, donc pas en tant que vous éditeur, mais en tant que client, enfin l'utilisateur de votre application quand il va se connecter. Peut-être vous l'avez déjà remarqué avant, quand quelqu'un se connectait à votre application Bubble, s'il rentrait une adresse mail qui était invalide, dans le sens qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a pas de compte qui est lié à ça, il allait vous dire que il n'a pas trouvé l'adresse mail. Par contre, si vous rentrez la bonne adresse mail et un faux mot de passe, il allait vous dire que le mot de passe n'était pas bon, mais que l'adresse mail était bonne. Et en fait, ça posait un problème de sécurité. Du coup, ça veut dire que si tu as envie de savoir si quelqu'un, par exemple, est inscrit sur tel ou tel service qui est fait sur Bubble, il suffit de tenter de te connecter avec l'email de la personne et tu peux voir si oui ou non elle est inscrite. Donc en soi, ouais, ça pose un petit problème de privacy, tu vois. Donc ils l'ont compris, ils l'ont résolu et du coup maintenant les messages d'erreur ont changé suite aux connexions. Donc voilà, ça c'était un peu la petite update sécurité, mais qui en soi impacte pas les applications à l'heure actuelle. Par contre, si vous avez des applications où vous récupérez les messages d'erreur qui étaient générés par Bubble, là vous pouvez avoir des problèmes parce que vos workflows vont être cassés. Donc il faudra revoir vos workflows. Du coup voilà, petite mise à jour. Il y a une mise à jour de l'API Connector. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'API Connector, c'est ce qui vous permet de relier votre application Bubble à d'autres services externes, comme par exemple Facebook, un service de météo pour récupérer des informations. La chose qui posait problème avec cet API Connector, c'est premièrement, vous êtes incapable de gérer les erreurs. C'est-à-dire que si l'API externe générait une erreur, si le service externe générait une erreur, on avait forcément cette pop-up qui s'affichait pour l'utilisateur et qui était plus ou moins gérable, mais qui gâchait vraiment l'expérience utilisateur quand on avait un workflow.
qui cassait. Là, ça a été résolu. Maintenant, on peut directement dans l'API Connector gérer les réponses. Oui, ben, ils n'ont pas de screen qui est ici, mais on a une nouvelle case qui est apparue dans l'API Connector et qui nous permet, s'il y a une erreur qui se produit, tu l'as en résulte de l'étape 1 au lieu d'avoir une pop-up qui s'affiche sur ton preview. Mais c'est dingue quand même parce que tu sens que l'API Connector est extrêmement puissant, mais il est tellement pas utilisé ou tellement peu utilisé. Ouais, carrément. Il n'est pas non plus développé complètement. Il y a pas mal de fonctionnalités qui manquent, mais Ouais. en l'usage, il est carrément utilisable et c'est sûr que ça vous apporte à tellement de trucs. Ouais. Ça, c'est la partie low-code, hein. Moi, j'appelle souvent cette partie low-code, même si elle l'est pas vraiment intégralement, mais pour des non-développeurs, c'est Ouais, ça vraiment fait une peur. grosse partie low-code parce que ça fait peur, sachant que, bon, on le voit souvent en formation, c'est la documentation pour comprendre ces enjeux-là dépend d'autres compétences que tu n'as pas forcément quand tu fais du Bubble parce que c'est de l'apprentissage tech. Et du coup, ça peut bloquer parce qu'il y a du JSON, il y a parfois de l'HTML aussi par rapport aux authentifications. Et donc, il y a plein de concepts qu'on n'a pas forcément en tête et qui nécessitent parfois un peu d'être acculturés, Mm-hmm. pour le coup. Ou pareil, quand tu veux lire la documentation, c'est la première fois que j'ai lu la documentation YouTube pour faire une connexion en dehors d'un plugin classique, wow, l'enfer, quoi. L'enfer. Ouais, non, c'est Mais bon, sûr. c'est une façon de faire. Au moins, c'est un très très bon apprentissage. Ensuite, il y a eu des mises à jour de performance sur le plugin Rich Text Editor, qui est un plugin natif de Bubble. Alors ça, par contre, je ne connais pas trop ce plugin, donc je sais pas si toi. En fait, le plugin Rich Text Editor, il faut savoir que ça a déclenché une polémique parce qu'en fait, avant, ils avaient une format legacy qui fonctionnait très très bien. Et le Rich Text Editor, il a été, j'ai l'impression, personnellement, il est sorti dans la douleur. Beaucoup de bugs de récupération d'informations et surtout, bah, les vrais problèmes derrière, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas 100% fonctionnel. C'est-à-dire Ouais. que selon ce que tu as, même selon l'HTML, des fois, tu as des plugins qui agissent sur l'HTML, CSS de ta page et le Rich Text Editor va vraiment taper dedans. Et donc, du coup, il y a des bugs qui sont incompréhensibles qui arrivent et je trouve qu'il n'est pas forcément tout le temps demandé. Et parfois, on avait des ralentissements. Donc là, il explique, moi, c'est un truc que j'ai eu il y a à peu près 2 semaines. C'est qu'en fait, plus tu as de caractères, plus le système prend en temps et en ralentissement pour faire des actions. Sachant que quand tu as un texte, selon comment tu le fais, ça peut être très très long. Faut que tu scrolles en bas, faut que tu mettes les styles et ça peut être très très long. Donc maintenant, ils ont bien amélioré le système. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, je vois que passer de Ah ouais, non, mais 24 bon, secondes à 9, enfin millisecondes, et de ça ne finit jamais à 17 millisecondes, c'est quand même une belle. non, mais après, c'est ça le truc, c'est que enfin, moi, j'ai déjà perdu des textes complets d'articles Même aussi. écrits où le système se rafraîchit. En fait, la page, tu sais, se met en attendre, elle rafraîchit la page. Donc, du coup, vu que Putain, t'as plus pas rien. fait un auto-binding ou quoi, c'est pas dans ta base de données, ben, t'as tout perdu. Et je pense que certains en ont fait des cauchemars parce que il a eu du mal à s'imposer. Le legacy est encore fonctionnel. Le legacy existe toujours. Et il est toujours selon les systèmes, ils peuvent pas l'enlever, hein. De toute façon, il y a trop de gens qui l'utilisent encore. Mais ils le gardent assez régulièrement. Donc, sur ça, en tout cas, ça a été un gros enjeu. Et surtout, ce Rich Text Editor, à mon avis, il faut qu'il le perfectionne encore. Et le pire, c'est qu'ils sont pas loin de réussir, hein. Mais il y a encore des petits trucs. C'est graphique. Ça peut être sur l'installation des différents éléments, sur la gestion des polices et sur l'affichage où c'est encore pas terrible. Après, j'ai vu des applications, franchement, ça plus un auto-binding, magnifique. Et donc, il y a vraiment de Ouais. bon espoir. Mais moi, je trouve encore, selon les situations, selon le cas que t'as, il est un peu buggé. Non, c'est sûr, j'ai déjà remarqué aussi, mais je me suis toujours demandé, après, tu vois, c'est aussi mon avis, mon œil de non-développeur, mais j'ai jamais compris pourquoi ça paraissait si compliqué, parce que ça fait au moins un an qu'on en parle de ce Rich Text Editor qui déconne un petit peu et qui font des mises à jour toujours pour essayer de résoudre les problèmes, mais tu vois, j'ai du mal à comprendre, à saisir pourquoi c'est aussi dur pour eux de le faire, alors que j'imagine que c'est juste une librairie JavaScript qui existe déjà, qu'ils Ouais. intègrent. Mais pourquoi ça fait autant déconner Bubble en lui-même, tu vois, le reste de ta page, c'est ça qui est assez surprenant, je trouve. C'est une très bonne question. Après, comme je te dis, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Bah, c'est comme Bubble. Le texte de Bubble, c'est quand tu regardes, c'est du bébé code. Pourquoi du Mm. bébé code? Pourquoi pas avoir mis des caractères HTML, CSS? Est-ce que les plugins ont une intervention là-dessus? Alors ça, potentiellement, je pense que ça changera lors du changement de moteur responsive. Il me semble qu'ils en parlent en plus dans la mise à jour. Peut-être, tu vois, mais aujourd'hui, le bébé code, par exemple, c'est très très bien quand tu veux faire de l'édition rapide parce que tu as les deux affichages et tu peux les maîtriser rapidement. C'est le langage des forums. Mm. Par contre, du moment que tu veux utiliser ça dans une logique de référencement et que tu veux utiliser des champs dynamiques, dès du moment qu'il y a du bébé code, il est lu. Il est Ouais. lu et le pire, c'est que tu peux pas le sortir. Donc tu te dis, bon, ok, c'est un enfer, quoi. Ok, la suite. Tout à fait. Donc ça, c'est à peu près tout pour ce qui est sorti ce mois-ci. Nous, ce qu'on veut Maintenant, savoir, c'est responsive. Voilà. le module responsive, cette fois-ci, ils nous ont pondu un gros pavé dessus et ils sont en train de dire qu'ils sont en phase de test. Donc nous-mêmes, on a reçu par exemple la version de test et qu'ils sont en train de réagir par rapport au feedback, par rapport à ce qu'ils ont reçu. De ce que je lis et de ce que je comprends, ça n'a pas l'air d'avancer tant que ça. On nous promettait maintenant pour fin mai même. Donc je pense qu'à mon avis, il faut pas l'attendre tout de suite. À mon avis, ça va se reporter encore un peu. Ça m'a l'air un peu de prendre plus de temps.
Ouais, Peter le rappelle, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qu'Emmanuel avait précisé. Donc, pour expliquer pourquoi autant de temps, donc moi, j'ai eu l'occasion de voir le nouvel éditeur responsive. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Le problème, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, ils sont en train de refactoriser pas mal de choses, de se débarrasser de vieilles éléments de code. Apparemment, c'est ce qui explique aussi le bébé code. Et il y a pas mal de choses et de vieilles librairies qui sont encore présentes dans Bubble qu'ils vont retirer. Et du coup, bah, ils avancent à tâtons parce qu'il faut savoir que tu as 600 000 utilisateurs. Alors attention, pas forcément actifs, mais tu as 600 000 utilisateurs qui potentiellement, sur le nombre d'applications qui sont sorties, pardon, 600 000 utilisateurs ou 600 000 applications, et tu as des risques de faire sauter des choses, et ça, ce serait catastrophique pour les applications qui ouais, sont tout à fait. directement en ligne, quoi. Donc c'est hyper délicat. Et globalement, bon, vous savez comment est la communauté, hein, où il y a quelque chose qui fonctionne, vous le cassez, ça risque d'être vraiment grosse polémique, et il vaut mieux qu'ils prennent un peu plus de temps parce qu'au moins ils prennent moins de risques. Après, honnêtement, à chaque mise à jour, pour l'instant, en fait, ils font des grosses mises à jour aussi. Hein. C'est plus des trucs où c'est progressif. C'est pas du building public, hein, loin de là. Par contre, les grosses mises à jour sur ce qu'ils nous ont montré, je peux vous dire qu'ils Ouais, vont dans la très bonne direction. Franchement, c'est gros. j'ai vu ça. Alors, moins sur le visuel parce que je ne serais pas qualifié pour en parler. Plutôt en tout cas sur le responsive, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ça remplissait à mon avis les promesses et ça trouvait le meilleur des deux mondes. Après, ce sera confirmé, bien entendu. On le testera dès que ce sera à disposition parce que ça va aussi avoir un impact. En fait, ça n'aura pas un impact sur l'éditeur, ça aura un impact vraiment sur la gestion du responsive. Ils sont arrivés à faire quelque chose où ça ne peut apporter que quelque chose d'hyper positif à ce qui a Ouais, déjà non, je suis été fait. d'accord. Parce qu'on avait vu une première itération au tout début, il y a peut-être 4-5 mois, et c'était vraiment catastrophique la manière dont ils avaient intégré ça. Et puis maintenant, en 4-5 mois, ils ont complètement rechangé la manière dont ils voulaient intégrer ce nouveau moteur responsive, et c'est beaucoup mieux. Ça va vers un truc Mais qui est super. Mais du coup, c'est difficile de savoir à quel moment est-ce qu'ils vont garder l'ancien, est-ce qu'ils vont obliger de faire un passage. Je sais pas comment ils considèrent les choses aujourd'hui. Je pense que c'est un débat qui est aujourd'hui en train d'être vu. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que moi, dans les versions de Bubble, il n'y avait pas une version différente. Enfin, ils ont gardé genre une activation du responsive pour les comptes et du coup, ils activaient ça sur des comptes spécifiques et le responsive changeait. Est-ce qu'ils vont utiliser la même façon de faire pour, en fonction, choisir parce que je pense qu'il y a vraiment quand même un bricolage et un passage à faire. Donc, des applications qu'on va à 30 pages, je pense que ça va être assez intense pour eux de tout vérifier. Est-ce qu'ils vont proposer une simulation pour voir si le passage peut être fait? C'est ça qui est Ils délicat. en parlaient, hein. Ils en parlaient il y a peut-être un mois de ça, qu'ils allaient laisser la possibilité de soit regarder ton ancien moteur responsive. Ouais. Alors, indéfiniment ou non, ils le précisaient pas, mais du coup, tu serais plus éligible potentiellement aux mises à jour suivantes, ou de passer sur le nouveau moteur responsive. Et là, dans ce cas-là, tu devrais convertir ton application de ton ancien moteur responsive au nouveau. Et le problème qu'ils expliquaient, c'est que la conversion en soi de l'ancien moteur responsive au nouveau marche bien, puisqu'elle se base sur des règles. Tu vois, elle va convertir les règles de l'ancien moteur responsive aux règles du nouveau. Par contre, quand tu as un peu triqué les règles pour faire des trucs un peu jolis ou des trucs qui Ouais, ça peut sortent être du tricky. cadre, là, ça risque de break complètement. Est-ce que tu peux, vu que tu n'auras pas le passage à l'inverse, tu ne vas pas passer du nouveau à l'ancien, est-ce que du coup tu pourras simuler, on va te dire, bah voilà, tu crées une nouvelle application, tu dupliques et tu vois comment ça se passe, et ensuite, si c'est bon, là, tu peux passer au nouveau, quoi. Oui, tu pourras forcément tester sans prendre le risque. Tu fais un duplicata de ton application et normalement, tu seras aussi éligible. Si tu es éligible sur l'une, tu seras éligible sur l'autre. Ok. Bon, du coup, bonne nouvelle. Alors, par contre, du coup, la question, c'est que là, on est sur le responsive design. Est-ce que il y a une annonce sur l'édition, enfin sur Ouais. l'éditeur V2? Ouais, qui sont sur la voie de passer en testing en alpha. Et finalement, ils auront passé le responsive avant, enfin, ils ont plus d'avance sur le responsive. D'un côté, c'est peut-être moins d'enjeux, hein. Je doute quand même qu'ils le sortent à tu vois, à 2 intervalles différents. À mon avis, ils vont tout Tout sortir en en même même temps, temps? ça Ouais, m'étonnerait. ouais. Putain, mais du coup, tu sens qu'il y en a qui vont pas partir en vacances, quoi, hein. Non, c'est sûr. Mais Qu'est-ce voilà, que- globalement, c'est un peu tout pour cet update de juin. Ok. Après, c'est des petites améliorations ou des trucs qui sont pas forcément très pertinents là, mais voilà, c'est tout. Ok, très intéressant. Ben, moi, il y a une autre actu qui est pas mal, dont je voulais parler. Donc, en fait, moi, je voulais parler d'OpenBuild. Donc, en gros, ils ont sorti, on a reçu ça par mail, ils ont sorti une nouvelle version d'OpenBuild. Victor, Merci. t'es parti? Ils ont sorti une deuxième version d'OpenBuild. Et là où ça m'intéresse énormément, c'est qu'ils sont arrivés enfin à régler quelque chose que je trouve extrêmement problématique. C'était la partie copie. Donc, pour rappel, OpenBuild, c'est quoi? C'est un éditeur proposé, c'est un peu comme Canva en mode builder pour une application Bubble, qui se rajoute sous la forme d'un plugin Chrome et qui permet d'utiliser des fonctions et des bibliothèques d'éléments qu'on va directement, alors c'est surtout visuel, mais qu'on va directement importer dans son projet Bubble. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est français, c'est fait par Ideable, qui est une agence et pour ceux qui connaissent sur le No Code France, c'est Matt Mazega. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter la création visuelle
en rajoutant des petits bouts, des sections, etc., pour aller beaucoup plus vite dans la création. Ils ont à la fois OpenBuild, qui est le système de plugin, et OpenBase, qui est carrément le template issu de ça, qui est complet, et qui permet d'intégrer dans les sections, dans les cases, finalement, tous les éléments avec le responsive intégré et d'aller beaucoup plus vite dans la création. C'est franchement des trucs qui facilitent. Et sans parler, même pour ceux qui se disent, oui, mais moi, je vais faire un truc totalement custom, c'est un très, très bon entraînement pour ceux qui n'ont pas forcément d'inspiration. La seule chose qui est un petit peu compliquée, c'est l'usage, en fait, des groupes dans des groupes. C'est que quand on commence finalement dans l'usage de Bubble, utiliser OpenBuild, c'est pas forcément la meilleure solution comme Air Canva, de toute façon. Tout simplement pourquoi? C'est que les éléments que vous utilisez, ils ont un formatage spécifique pour être reliés directement au responsive qui utilise des fonctions groupes dans des groupes dans des groupes. Enfin, c'est un truc qu'on connaît une fois qu'on maîtrise un peu le responsive pour gérer plus facilement les positions. Et quand vous arrivez, quand vous commencez à placer les éléments, quand vous regardez votre élément de tri, c'est un peu la panique parce que les éléments sont importés tels quels. Et donc, il faut faire attention. Et il y avait une des principales problématiques, je trouvais, dans OpenBuild, c'était vraiment le pick me et le coller dans la partie projet. Et c'était toujours une galère. Parce que genre, je vous montre, par exemple, là, je vais prendre les éléments de landing page. Alors, on va juste agrandir un peu cet élément-là. Alors, les éléments ont tous une taille. Et en fait, cette taille-là, vous devez prendre en considération dans votre projet la taille par rapport à votre projet pour éviter d'avoir des éléments qui sont trop petits ou trop grands. On va dire trop petit, c'est pas un problème, au moins ça rentre. Mais trop grand, par contre, ça peut être compliqué à récupérer. Donc voilà, là, j'ai une taille à 1200, donc ça passe. Et ici, par exemple, je pouvais avoir un pick me et ensuite la galère, c'était pouvoir bien copier le truc, sachant que sur Bubble, vous savez, en fonction de ce que vous copiez, vous avez des collets qui se font totalement différemment. Ça va être le command C ou le contrôle C, contrôle V, il marche pas très bien. Pas qu'il marche pas très bien dans le sens où c'est pas fonctionnel, c'est juste que il va enregistrer en fonction de l'action. C'est-à-dire qu'un contrôle V sur une fonction ne sera pas le même contrôle V que quand vous êtes sur un élément visuel. Et donc du coup, c'est très facile de faire un misclick et d'avoir des trucs qui étaient n'importe comment. Et OpenBuild n'est pas exclu de cette règle. Et maintenant, ils ont rajouté un truc très intéressant, c'est le Passed from OpenBuild, qui rend toutes les choses beaucoup plus faciles à comprendre. En plus, bien sûr, d'autres éléments dans la collection. Et franchement, hyper propre. Alors là, vous voyez les éléments. Et ici, si je vous montre dans la partie responsive, c'est là où c'est dingue. Et là, je trouve que ça a vraiment fait très, très bien le taf. C'est cette logique, vous voyez, où tous les éléments sont bien faits exprès pour correspondre à cette taille-là. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui demande une logique particulière qu'on n'a pas forcément quand on commence, mais franchement, moi je trouve ça de toute beauté. Depuis qu'ils ont rajouté aussi la section landing, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Et franchement, pour faire une landing page, ça prend vraiment quelques minutes. Donc, à mon avis, il y a vraiment des choses très, très intéressantes à récupérer. Et ne serait-ce que vous intéresser parce que ça fait gagner un temps précieux en design, sachant qu'il y a aussi la capacité de sauvegarder des éléments avec la fonction past, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus depuis le UI Builder, vous avez la capacité de pass from OpenBuild, c'est-à-dire de sauvegarder des éléments et d'avoir une bibliothèque qui vous permet de passer de projet en projet en faisant un copier-coller. Plutôt que d'ouvrir vos projets à côté, de faire un copier-coller, etc. Vous pouvez le faire comme ça. Et petite astuce, vous pouvez le faire aussi de compte à compte. Et ça, OpenBuild, c'est la seule chose qui permet de le faire de compte à compte. Et donc, de transférer des éléments, de faire des bibliothèques communes avec un client ou quoi. Et donc, ça, c'est hyper pratique. Voilà. Ça, c'était un petit peu mon exclu. Et je trouvais ça très intéressant parce que franchement, ça vous enlève une épine du pied, pardon. Et pour ceux qui n'ont pas d'idée en design, c'est hyper cool. C'est bien, je suis d'accord. Pour les devs, surtout les freelances qui se lancent en termes de temps de production, c'est un gain fou. Puis c'est facilement personnalisable, parfait. Dans la même idée, tu as un petit peu OpenBuild et Air Canva. C'était vraiment, on va dire, de concurrence. Ce qui est marrant, c'est que Air Canva avant, ils étaient sur des trucs qu'ils ne faisaient pas. Et maintenant, ils sont en train de se rapprocher en faisant aussi un éditeur à la Google Chrome, en fait, une extension. Donc ça, c'est assez rigolo. Comme quoi, on peut aussi inspirer les Américains. Voilà. OK. Allez, on va passer à la suite et notamment à travers les templates. Alors, on va pas avoir des templates fous. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que je suis retombé sur un template qui est sorti à nouveau. Donc, comme quoi les choses se mettent pas mal à jour. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce template, c'est qu'on va se retrouver sur une fonctionnalité que vous connaissez tous, ou en tout cas que beaucoup de gens m'ont déjà demandé. C'est l'application à la Instagram. Alors, je vous montre ça tout de suite. Ce qui est très fort, c'est qu'ils ont fait l'application à la Instagram. Alors, avec un système notamment de filtres. C'est un template qui a été proposé. Je vais vous retrouver après parce que j'ai directement les applications à vous montrer. Et ce qui est cool, c'est que c'est une fonctionnalité. Et là, ils ont poussé le vice. Ils l'ont fait de manière assez complète, je trouve. Ça, c'est propre. Et faut savoir qu'en fait, Instagram, c'est pas compliqué à faire en Bubble, vraiment. Ça va très très vite. Là où c'est intéressant, par contre, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont mis les filtres. Donc, ils ont fait un système avec la Imagix, Process of Imagix, etc. Ils ont un peu foiré, je trouve, l'image parce qu'ils n'ont pas respecté l'aspect
la taille de l'image. Donc ça, ils auraient pu faire aussi un rognage. Mais en tout cas, ça marche assez bien. Si on peut regarder, je vais vous montrer en version normale, parce que ce sera beaucoup plus facile à voir. Ils sont amusés à vraiment faire quelque chose d'assez complet. L'activité, l'ajout de photos, donc vraiment à l'Instagram, donc tout ce qui est nouveau post. La messagerie aussi, et c'est quelque chose d'assez complet. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à regarder un petit peu parce que, à mon avis, ça peut être extrêmement cool. Ça remet Instagram à la mode en fait. C'était genre un des premiers. Moi, c'est un truc que je fais souvent en live parce que je trouve ça hyper rigolo. En vrai, Instagram, c'est le truc que les gens attendent parce qu'ils se disent ouais, c'est compliqué ou quoi, alors que en vrai, c'est pas super compliqué. Ce qui est compliqué dans Instagram, c'est pas le système avec les photos. C'est d'un côté le système de filtre, que je trouve, selon quand tu maîtrises pas, ça peut être une galère. Et ça va être aussi tout ce qui va être les algos de recommandation. Ouais, le fil d'actualité, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Du coup, qui a créé le truc? Créé à quel template? Ça me fait penser d'ailleurs à un éditeur qui est sorti, KVR. Je sais pas pour ceux à qui ça parle à certaines personnes, qui a sorti pas mal de templates. Je m'y connais pas trop en template, je connais pas trop les éditeurs de template. Ouais, alors tout nouveau. Alors bon, là le truc, toujours la difficulté du système de marketplace, c'est vraiment la lenteur du truc. J'espère qu'un jour ils referont un peu le truc parce que ça donne pas super envie. Voilà, Instagram template, c'est fait par NoCode. Voilà, au moins c'est réglé. Attendez, il y a un truc que j'avais pas vu. Il y en avait deux, voilà, c'est KVR. KVR qui a sorti genre en très très peu de temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, Je vous ok, montrerai d'accord. après, le mec, il est vénère. Il a vraiment sorti au taquet de template. Et ce qui est rigolo, c'est que j'en sont sortis à quelques jours d'intervalle. Donc, les mecs sont vraiment très, très chauds. Alors, pour Instagram, juste, c'est fait par NoCode. Donc, dur de vous dire. Par contre, effectivement, là où c'est rigolo, c'est 49 $ la version standard, 899 $ la version développeur. Genre, pas d'abus du tout. Par contre, alors, il est assez nouveau. Donc, 2 installations. Par contre, je crois que la personne qui a fait ça est assez nouvelle au final, parce que c'est la première fois que je vois ce ouais, c'est ça. No code template. La Tinder clone, alors ça c'est marrant. Détail et basic dating app. En fait, il a fait que des trucs avec des meufs dessus, j'ai l'impression. Tu regardes les trois, c'est que des meufs dessus. Et ouais, non mais tu vois, c'est bien ça. Il a sorti finalement assez récemment. Donc il a dû faire son compte il y a assez longtemps. Mais il a sorti assez récemment et c'est marrant parce que ça reprend. Alors le Lui est Tinder super bien fait. clone, ouais, il a repris les principes de photo, trucs comme ça. Non, c'est assez intéressant de comment il s'est mis dessus. Donc voilà, nos applications principalement sociales, de ce qu'on voit. Alors je vais pas mettre la dating app. Je pense qu'on a compris le principe. Marketplace, chat, message. Alors Hacker House. Alors si c'est Hacker House, ça va être Stéphane qu'on connaît, très 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 bon bubbler, qui a fait Hacker House et je crois que justement il a proposé potentiellement son système. Ouais, c'est clairement de lui. Alors, on va regarder ça ensemble. Je ne l'avais pas vu, je viens de le voir à l'instant. Très intéressant, on va voir ce qui en est. Et Hacker House, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller regarder juste ici. Son site Bubble, tout simplement. Hacker House Paris. Je crois que je vois ça ainsi sur fond noir. Il y a les deux systèmes. Tu as le fond noir et le fond blanc. Ouais, c'est sûr, c'est lui. Alors, c'est clairement le design. Alors, vous allez voir, quand je vous montre le design, et vous allez vous dire, putain, le mec, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que c'est un éditeur que lui, il a un truc de chat qu'il a dû créer pour de son côté. Checking, check-out, ouais, ça ressemble énormément finalement à ce qu'on a. Donc oui, c'est clairement ce système-là. Il l'a rendu en template, donc comme quoi avec téléchargement, avec l'édition d'image, c'est plutôt cool. Et le site en lui-même, voilà, ça c'est Hacker House. Donc on reconnaît un peu le style. Alors attention, je vais avoir sûrement des galères de chargement. Je rappelle que je suis en connexion Internet VDSL, donc c'est pas la folie. Par contre, ouais, le design est propre. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une bonne ambiance. Et en fait, oui, il y a un mode noir. Maintenant, on va voir la barre chargée en direct. Et tu vois, très cool. Système très, très, très cool. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. Et effectivement, Hacker House, c'est lui qui a fait le template. Autre point aussi, autre template que je trouvais très intéressant. Donc je vous ai montré KVR. Alors j'en parlais pas pour rien de KVR. En réalité, il a fait pas mal de templates. Je me suis dit, oh non, c'est encore un mec qui a dû faire genre, tu sais, qui a pris un template qu'il a copié-collé et qui a juste adapté en fonction des noms. Et en fait, pas du tout. J'ai été très surpris, mais le mec a fait quelque chose de propre. User Pater, merci pour le troll en direct du Monflow. Et non, en fait, KVR a fait des applications qui sont plutôt très très cool. Donc là, c'est des prises de notes. Donc là, on est sur du assez classique système de prise de notes. Voilà, avec du auto-binding plutôt de partout. C'est très joli, ça ressemble beaucoup à Google Keep. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé. Est-ce que c'est pas un peu vieux Google Keep par hasard? C'est un peu inutilisé surtout, mais ouais. Aussi. C'est super bien fait.
Il a fait plein de trucs comme ça, assez internes, avec de la réorganisation de tableaux. Et je pense qu'en fait, il est parti vraiment sur un système de do a search pour vraiment faire toutes sortes de choses. Et dans ces templates, on le retrouve assez dans l'idée, le cleaning administration, pareil, le money wallet ou tout ce qui est filter dashboard. On est vraiment sur du dashboard avec du do a search. Et d'ailleurs, tu sais que tu as un plugin qui existe pour faire ton repeating group en drag and drop. Et par exemple, tu pourrais mettre, là, le faux Google Keep, tu pourrais le mettre en drag and drop et pouvoir déplacer les notes juste en glissant. Et ça marche aussi super bien sur mobile. Ça, on pourra en parler parce que c'est un plugin qu'on a souvent vu, que Charge utilise pas mal, où effectivement, tu peux diffuser tes repeating groups et les déplacer complètement. Mais de toute façon, tu as aussi un… Alors, il n'y a pas les mêmes fonctionnements parce que l'animation, elle n'y est pas, mais tu as aussi le drag and drop qui est possible. Ils ont fait un how-to Trello, donc faire un Trello en bubble qui marche très, très, très bien. Donc ça, c'est plutôt très, très cool. Autre template aussi que je trouvais plutôt cool. Alors, attention, c'est entre le template et le plugin. En fait, le mec a fait un template pour valoriser son plugin. Je trouve ça très, très rigolo parce que franchement, il s'est gavé. Mais l'idée, c'est qu'en fait, dans son template, en gros, c'est une fonctionnalité de user snap. Alors, faut savoir que ce genre d'action à faire, c'est super pratique et ça a été fait totalement en bubble. Et donc, en gros, c'est que tu utilises un plugin pour pouvoir faire un système où tu peux prendre des notes sur une application. Et du coup, par exemple, tu peux donner, genre tu as des maquettes ou un site et tu fais des retours comme ça. Donc, tu sélectionnes l'endroit et tu peux retrouver tous tes feedbacks en fonction de là où ils ont été mis. Et là, ce qui est rigolo, c'est que si je fais un welcome, si je tape sur feedback, eh bien, voilà, on m'explique comment ça fonctionne. Je peux encadrer une zone. Hello, ça marche bien. Je peux submit. Ce genre de feedback. Et je trouve ça… Ils doivent vraiment recevoir. C'est le genre de feedback que je vais vraiment recevoir. Alors, voilà, où ça va être calé, par contre, c'est la grande question. Et la question, c'est est-ce que ça marche avec un service externe ou est-ce que c'est fait sur Bubble? Ce serait une bonne question parce qu'on pourrait regarder le plugin. Là où je trouve ça très très cool, c'est que c'est un usage qui vraiment dépasse normalement ce qu'on peut faire naturellement sur Bubble. Donc, à mon avis, il y a un système de screen qui doit être pris en compte. Et c'est plutôt pas mal parce que franchement, alors 110 installs, le truc c'est 7 € par mois, alors 80 balles au once. Il faudrait le tester en mode agence vu que on n'a pas accès au code, mais il faudrait regarder un petit peu comment c'est pris. Mais à mon avis, c'est très intéressant de voir des feedbacks comme ça. Ça permet quand même d'utiliser ça en fonction interne, sur des outils internes. C'est plutôt très, très cool. C'est un clone de l'outil Usabila. Effectivement, Usabila, UserSnap, enfin, tu as pas mal de choses qui sont hyper rigolotes par rapport à ça et qui prouvent qu'on peut avoir vraiment des usages plus complexes, sachant qu'en plus, c'est un plugin. Donc, ce qui veut dire qu'on peut utiliser toutes sortes de choses avec la partie plugin, puisqu'on peut appeler des services extérieurs. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre de plus en plus l'accès à des services tiers de toutes sortes. Et là, on peut aller très, très loin. Alors, information sur la partie plugin, totalement inutile, mais donc indispensable. Quelqu'un s'est amusé à prendre une capture complète du nombre de plugins qu'il y a. Pour vous dire, je les ai calculés. Il faut vraiment avoir du temps à perdre. Qui a fait ça? T'as vu ça où? Alors, c'est un truc que j'ai trouvé sur French Startup. Je crois que c'est Mickaël Bonjour, je crois, qui a fait ça. Et j'ai eu vraiment du mal à comprendre l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Et franchement, c'est parce qu'il n'y a aucun intérêt que je trouve ça extrêmement intéressant. Ah, mais t'imagines, pour charger autant de plugins sur la marketplace de Bubble, il faut avoir un ordi de la NASA. C'est impossible de faire ça. C'est impossible. Surtout, le truc que je me dis, c'est que c'est pas une full list. Le truc, c'est un extended vertical scroll. Donc, ça veut dire qu'il a chargé toutes les pages et qu'il y a globalement 40 pages. Ce mec-là, pour moi, c'est un conquérant de l'inutile, comme dirait mon père. Et j'adore ça. Moi, je trouve ça incroyable. Tu sais, genre, je me suis dit, est-ce que le mec est genre… Tu sais, personne ne pense à des plugins qui finissent en Z. Eh bien, il faut y penser. Il faut y penser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point… Alors, j'ai pas les chiffres. Je pense que… Alors, ça c'est intéressant aussi. Je pense qu'il faudrait un peu scruter le millionième bubbler. C'est un peu genre… Est-ce qu'il n'y a pas un script qu'on pourrait mettre? Est-ce que c'est des vrais chiffres déjà? Genre, est-ce que tu sais, tu as un truc de voir le count qui doit bien charger la base. Carrément. Et la vraie question par rapport à ça, c'est la progression des plugins. Autant que la partie template, je pense que les chiffres sont en train d'évoluer à une vitesse grand V. Ouais, parce que franchement, c'est une dinguerie. Parce que on se retrouve avec une évolution de la part de la communauté, une évolution de la part des éditeurs, de la part des mecs qui font de plus en plus des plugins sur des services extérieurs, ou même des services extérieurs qui se mettent à se dire, bon, il nous faut notre plugin Bubble. Et franchement, je trouvais ça rigolo en fait. Alors attention, je ne sais pas la qualité de tous les plugins. Ce serait intéressant de vérifier un peu ce qui se fait et ce que ça apporte. Mais franchement, moi, ça, tu vois, juste ça de me dire, là, tu peux te faire un mur complet de plugins.
Là, tu peux imprimer ça. J'ai fait les coussins, je pense que je peux faire les plugins entiers. Voilà. Par contre, effectivement, ce qu'il nous faudrait aussi, c'est un vrai système de notation Une vraie marketplace, surtout. qui prend en compte effectivement la vraie note des plugins. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est compliqué de savoir vers quel sens vouer, tout simplement. Ouais. Sachant que des plugins sont payants. Alors oui, sachez, je le répète assez souvent, mais je préfère le dire. Si vous cherchez à tester des plugins, avant de les faire, alors il y a deux façons. Il y a le fait de prendre un subscribe et vous payer au prorata. Très souvent, le subscribe, il est en dessous de 10 $. Donc, ça représente un intérêt. Par contre, vous n'avez accès qu'au subscribe quand vous avez un compte payant. Donc, Ouais. c'est à vous de faire le choix. Par contre, peu importe le compte payant, le compte payant à 29 $ vous permet autant d'y avoir accès qu'un compte plus cher. Donc, ça peut être possible. Par contre, auquel cas il faut faire attention, c'est que si vous voulez tester tous les plugins gratuitement, vous avez un compte agence. Le compte agence, c'est 78 $ par mois. Et vous pouvez subscribe à tous les plugins que vous voulez. Alors, nous, personnellement, on bosse là-dedans. Donc, oui, c'est très intéressant. Parce que nous, ça nous permet de faire beaucoup de tests et surtout beaucoup de veille, mine de rien. Par contre, de l'autre côté, c'est aussi effectivement un sacré engagement, sachant que certains plugins peuvent coûter parfois jusqu'à 100 $. Et parfois, ça nous est déjà arrivé aussi de prendre un plugin qui n'était pas intéressant et de l'avoir subscribe pour rien, quoi. Donc, c'est ça qui est problématique. Nous, on s'en plaint pas. Mais je pense que pour des personnes qui envisagent un plugin, qui se tâtent et qui doivent le tester, ça fait plutôt mal au porte-monnaie. Donc ça, faut faire attention. Donc pensez bien à ça et voir au prorata. Je trouve que le prorata, personnellement, j'ai toujours payé plus ou moins plein pot et j'ai toujours contacté le plugin pour me faire rembourser. Le prorata est bien, mais on s'en rend pas forcément compte. Enfin, c'est pas dit très explicitement, et donc t'as peu peur forcément de le prendre. Ouais. En prenant cette marketplace infâme de plugins, il y a d'ailleurs l'ID board de Bubble qui est dispo. Ouais. Où tu peux mettre tes idées, qui est pas du tout connu de personne, mais ils l'ont pas non plus trop mis en avant. Sur l'ID board, il y est. Donc l'adresse c'est bubble.io/idboard. Elle est référencée nulle part cette page. Il faut juste connaître l'adresse. Donc c'est un peu le piège. On peut vous la mettre. Et il y a l'idée de refaire la marketplace de plugins. Je pense que c'est potentiellement moi qui l'avais envoyé. En fait, le mec propose juste ses propres posts, quoi. Oui, et il y a eu 21 votes. Donc on est sur la voie de faire une révolution de ce plugin. 21 votes. C'est quoi marketplace de plugins? C'est quoi le maximum? Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment passés dans le truc sur All ID. Ouais, je pense qu'on a 172 votes. Ah, sur le Build Native Mobile Application. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils le prennent quand même en compte parce que par exemple, bon, ça, je pense qu'ils le prendront pas en compte, mais forcément les gens le veulent, donc ils continuent à voter pour. Mais par exemple, ça, tu vois, pour la génération de PDF, ils ont vu qu'il y avait pas mal de votes et ils se sont remis à refaire un plugin natif Bubble qui va permettre la génération de PDF. Donc ça, ils le prennent quand même en compte, j'ai l'impression. Alors c'est marrant que le truc de PDF soit passé au-dessus de l'improve page load. Parce que pour le coup, il y a vraiment une idée d'augmentation de la performance. Après, je pense qu'ils le savent. Ah, le AWS Région pour les data hosting, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que franchement, ça peut être compliqué. Avant to show you, voilà, tout ce qu'on vient de dire pour les paid plugins aussi, la capacité à les tester. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois que la communauté quand même se mobilise. Et surtout, en fait, c'est un outil qui vient de voir la communauté et ça donne vraiment aux gens envie de s'investir et de participer. Et je trouve qu'aujourd'hui, au final, tu as tes idées, tu peux les soumettre, tu as tes idées, tu peux les garder. Tout à fait. Mais ouais, n'hésitez pas à aller dessus, mettre vos idées et voter pour des idées. Je pense que ça peut faire la différence. Étant donné qu'on ne doit pas être beaucoup en plus aller dessus, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Le truc à savoir, c'est que si vous voulez voter pour une idée en particulier ou faire une recherche, en fait, il faut que vous tapiez ici dans l'objet de la requête, par exemple, plugin, et il va vous sortir en fonction de ça tout ce qui concerne les plugins. Donc ça, c'est un petit truc à savoir aussi, c'est que la fonction de recherche est cachée dans ce champ en fait. Comme quoi, même poster, c'est pas si simple. Non. Mais c'est intéressant à savoir qu'il y a ça, ouais, tout à fait. Non, mais tu vois que c'est bien parce que ça fait des progrès. Et à mon avis, de toute façon, ils vont dans le sens de la communauté. Emmanuel l'a dit, c'est très intéressant et on se retrouve de plus en plus sur ce côté-là où il y a des progressions, des évolutions. Après, il faut savoir que la concurrence aussi, je trouve qu'elle se mobilise de plus en plus. Il y a des évolutions. Après, Bubble a largement de l'avance, mais ils sont obligés d'écouter leur communauté parce que… alors, ils sont obligés. Pas tout, parce que à mon avis, la communauté veut aussi quelque chose qui, eux, ne veulent pas faire, c'est qu'ils veulent pas aller vers l'application mobile pour l'instant. Ouais, par exemple, ouais. Et je pense qu'ils n'iront jamais vers le mobile parce qu'ils étaient à la base partis vers le mobile. Ils ont fait marche arrière. Alors moi, ça m'étonnerait vraiment qu'ils retournent sur cette piste parce que c'est pas vraiment leur business model, quoi. Pas vraiment leur business model, mais aujourd'hui, tu vois, dans les spéculations, ils s'aperçoivent que sur le mobile, les gens sont prêts à payer plus cher. En fait, c'est la cotation de l'application mobile. Aujourd'hui,
Nous, quand on nous demande hein, le prix de l'application mobile, on est sur des prix qui explosent. Aujourd'hui, Bubble, finalement, en comparaison, prendrait une tarification qui est plus importante. Par contre, toute la problématique du mobile, c'est des problématiques de vitesse sur lesquelles Bubble n'est pas encore bon, en fait. C'est la problématique que pour l'instant, Bubble, c'est que du web. Et donc, ça veut dire que forcément, si il développerait cette habilité-là, ce serait du web encapsulé dans une app mobile. Mais je pense qu'ils savent aussi que c'est pas forcément hyper viable pour des Je suis d'accord. grosses apps d'être encapsulé comme ça. Et eux pourront pas passer à un système qui génère une application native totalement, quoi. Non, mais c'est marrant comme quoi les intérêts. En fait, finalement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, Adalo progresse énormément. On est très surpris du truc. Mais il y a encore un gap à passer. Et beaucoup de concurrents qui aujourd'hui sont sur le côté entre Bubble et Adalo. Tu vois, il y a une grande principe. C'est Adalo va moins loin, mais tu peux aller plus vite sur Adalo. Alors que Bubble va beaucoup plus loin, mais c'est très compliqué. Et du coup, les gens n'arrivent pas à trouver le bon angle. Et aujourd'hui, un concurrent, c'est ça qui est compliqué. Tu comptes tous les voter, en fait. Bah, en fait, toutes les idées sont bonnes. C'est ça le problème de ce truc. C'est ça le truc, c'est qu'on se retrouve sur des endroits où finalement, le prochain outil no-code, est-ce qu'il doit être plus accessible pour faire finalement des choses qu'on connaît déjà, ou finalement, est-ce qu'il doit être plus profond pour permettre de faire des choses complexes, tout en restant aussi complexe qu'un bubble. Et c'est ça un petit peu la grande question. Avec la levée d'Adalo, effectivement, Xavier, il y a des grandes questions par rapport à ça. Mais aujourd'hui, pour nous, Adalo, en fait, doit prendre une direction. Et je pense qu'ils vont prendre la direction de l'accessibilité et de la performance. Et je ne sais pas s'ils vont aller desservir aussi loin dans la partie que pourrait faire Bubble. C'est une grande question. En fait, on sent vraiment qu'il y a un carrefour dans le no-code qui est en train de se passer. Alors, je dirais pas que le modèle est en train de se stabiliser au niveau du no-code, hein, pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a une grande problématique, c'est accessibilité versus puissance. On le voit sur Webflow, on le voit sur pas mal de choses. Est-ce que l'intérêt d'un outil, c'est d'être plus accessible ou est-ce que l'intérêt d'un outil, c'est d'être plus puissant? Et il faut voir vraiment comment ça peut se passer. Alors rapidement, du coup, les plugins de la semaine, il y en a pas mal qui sont sortis finalement pour les 2 dernières semaines, donc on va en voir juste quelques-uns. Le plus intéressant cette semaine, il est sorti avant-hier, c'est le multi-step form qui permet de créer des formulaires, par exemple Un d'inscription typeform. ou des formulaires, ouais, voilà, un typeform, mais qui va retenir le step sur lequel tu te situes, l'enregistrer dans l'URL et si tu reviens plus tard, directement te le remettre. Et en fait, ça va comme créer un state dans ton application mobile et ça va te permettre ensuite de t'y référer et ça simplifie vraiment pour un débutant la création d'un formulaire. Par exemple, là, j'ai plusieurs étapes. Si je prends l'URL et que je la copie et que je reviens sur la même page, je J'ai reviens à la pas même compris. step. Ça coûte combien? Parce que j'ai pas vu le prix. J'ai pas fait attention. 32 € par Waouh! mois. Wow! Ça coûte un typeform. Ok, ouais, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Du coup, là, ça n'a plus aucun intérêt de prendre. C'est marrant parce que il me semble que quand je l'ai vu, il n'était pas à ce prix-là. Alors, je me demande s'il n'a pas repéré un bug, il l'a mis à un prix super cher pour que personne ne le prenne et qu'il puisse retravailler son bug et le Ça, republier. ça me paraît bizarre. Ouais, il est sorti le 7 juin, donc il est sorti 3 jours. Hein. Ce serait pas étonnant que ça Ouais, bouge. C'est bizarre quand même de faire un truc comme ça. ouais, c'est bizarre, mais le plugin en soi est bien. Il est bien, mais on peut le faire à la main en fait. Ça, on peut faire des trucs comme ça Oui, en Bubble. On peut le reproduire le même système. Il n'y a rien de absolument. savant, de fou. C'est pas un niveau incroyable. Hein. C'est des Rien custom qui va être states. 32 € par mois, en tout cas, c'est sûr. Ah, voilà, pas des idées qui, pas des idées qui valent plus de 400 $ à l'année. Clairement pas. Mais ouais, intéressant quand même pour savoir, pour créer un multi-step sans se prendre la tête avec des states, tout ça. Quand on commence, ça peut être quand même plus simple, je pense. Comment ça se passe? Ça sauvegarde des paramètres dans l'URL en fait? Ouais, ça le sauvegarde dans l'URL, mais tu peux aussi sauvegarder dans la database, donc dans le current user, par exemple, pour y revenir plus tard. Et donc, par exemple, tu vois, quand je recharge à l'étape 2, et ben, Enfin, logiquement, je reviens à l'étape 2. Mais en fait, je pense que c'est pour ça qu'il a repassé potentiellement à ouais. 32 €, parce que là, il marche plus. Tout à l'heure, il marchait. Mais bon, Ouais. le principe est là. Autant tu fous des paramètres dans une URL, ça va aussi vite quoi. Enfin, Ouais, tout à fait. Ok, bon, intéressant. C'est particulier, mais ok, intéressant. Ouais. Deuxième plugin qui est pas mal, c'est un plugin assez simple et banal, c'est le plugin Google Calendar qui est sorti par Hmm. Codefree.io. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que l'autre plugin Google Calendar qui existe a un problème qui fait que quand vous vous connectez avec votre compte Google Calendar, la session expire au bout de 2 heures, tout le temps, pour le plugin gratuit. Et donc, vous devez prendre le plugin qui est payant et qui est plus cher, déjà, qui est beaucoup plus cher, et qui en plus ne vous permet pas d'ajouter des liens Google Meet liés aux événements. Ce
qui aujourd'hui est quand même assez primordial parce que quand on crée des événements dans les Google Calendar, en général, on crée aussi un Google Meet qui est lié. Donc, pour de la prise de rendez-vous gérée manuellement, ça peut être assez intéressant. Il est pas cher du tout pour ce genre de plugin parce que les autres sont assez chers One et les shot. plugins Google Calendar ont toujours été assez chers. Voilà, petit plugin assez simple, mais quand même fort utile, je trouve. On en manque des plugins comme ça parce que souvent pour les grosses boîtes, par exemple, le plugin Facebook, quand tu regardes, il est carrément à la ramasse finalement en termes de fonctionnalité, alors que c'est un plugin natif de Bubble en plus. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui se penchent sur des trucs un peu plus complexes comme l'intégration de Google Calendar, par exemple. Ouais, bah, de toute façon, c'est un truc qui est assez important parce que c'est quelque chose qui est assez demandé, ne serait-ce que le transfert sur les éléments dans le de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est un truc un peu essentiel parce que tu as beaucoup de marketplace de bien-être, notamment avec des prises de Qui fonctionne rendez-vous. dessus. Ouais, bah, en fait, qui fonctionnent pas ce genre de choses, mais qui utilisent Google Calendar et à l'intégration, c'est du coup une grosse galère parce qu'aucun ne le fait. Donc là, c'est en train d'évoluer un peu là-dessus, c'est cool. C'est un plugin qui nous permet de récupérer la liste des contacts sur Android nativement sans avoir à être encapsulé donc dans un wrapper, sans avoir son application qui est au format mobile et natif, sans l'avoir sur un Play Store. On peut récupérer directement via un bouton la liste de contacts depuis un téléphone Android, ce qui est assez fou, je trouve, qu'on puisse faire communiquer comme ça le navigateur et la base de données de contact de téléphone, du répertoire. C'est assez cool, je trouve ça assez cool. C'est dommage qu'on l'ait pas pour iOS, parce que là, ça aurait été vraiment parfait. On l'aurait pu intégrer dans des sites. Mais ouais, c'est super. Par exemple, quand on crée une application où on veut que l'utilisateur puisse importer sa liste de contacts pour envoyer des SMS, par exemple, d'invitation, ou pour voir, comparer le numéro de téléphone dans la liste de contacts pour voir s'il n'est pas déjà enregistré dans notre application pour lui proposer d'être ami, ça peut être assez top. Cool. Ok. Ouais. Et enfin, un dernier plugin. Tu nous gâtes. Ouais, je vous gâte, mais voilà, vous êtes un peu déçus. C'est un plugin qui permet Ça de marche pas. générer une photo à chaque fois de quelqu'un. Donc, en gros, ça intègre juste un Oui, c'est call. this person does not exist. Et du Ouais, coup, c'est intégré en plugin? c'est intégré en plugin et en fait, ça génère une photo de quelqu'un qui n'existe pas. Dans le sens où là, les photos que vous voyez ne sont pas des gens qui existent, ce ne sont pas des vraies photos. C'est des photos qui ont été générées entièrement par une intelligence artificielle. Et donc, cette personne-là que vous voyez n'existe pas. Ce que je trouve d'ailleurs assez fou. Mais ça peut être intéressant pour faire de la génération d'images, de photos de Généré, profil pour un site lambda ou pour ce genre de choses. généré intégralement par AI, c'est hyper puissant. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, clairement, ça fait très vrai, quoi. Ouais, non, c'est impressionnant, c'est fou. Après, je pense pas Ok. qu'ils changent non plus, je pense pas qu'ils construisent la tête, tu vois, à mon avis, ils doivent changer deux, trois trucs. Je sais pas exactement comment ça marche. En fait, je crois qu'il repère les zones sur un visage global, il repère les zones et les yeux. Tu vois, les yeux, très souvent, quand tu regardes deux photos, tu remarques qu'il y a le même regard. Et il y a des Mhm. morphotypes, effectivement, et en fonction, ils construisent le visage autour de ce morphotype. Ouais, ok. Donc voilà, Euh, assez intéressant, bon, pas très, forcément très utile, mais ça peut Toi, être cool pour l'utiliser. tu l'utilises dans quelle mesure? Sur la création d'utilisateurs? Ouais, Ou création de juste flow en... d'utilisateur, aussi bien pour du testing ou pour de la démo, ou pour faire un template, par exemple. Ou aussi bien dans une application où, je sais pas, ça peut être une application un peu plus jeu, où on a besoin d'afficher des photos de personnes random. Ça peut être intéressant. Ok, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as un autre plugin que j'utilise pas mal souvent. Alors, c'est de l'utilisation d'API extérieure. Hein. C'est vraiment pas sauvegarde de la base de données ni rien. C'est soit c'est Random Generator, soit c'est Dumiz. Je cherche. Toi, Victor, tu dois nous laisser, c'est ça? Ouais, moi je vais vous laisser. Et Peter te souhaite de bonnes vacances. Alors, je suis pas sûr que tu partes en vacances, Je ne pars pas en vacances, mais pourquoi pas. mais pourquoi pas? C'est une bonne proposition. Écoute, pourquoi pas partir en vacances après ce live, ça peut être sympa, ouais. Ok, très bien. Je vous Effectivement. laisse. Ok, Bonne émission et puis bonne journée à vous. Bon bubbling. merci Victor. Je sais pas si on va retrouver, je veux pas vous retrouver le truc. Je vais chercher Random Generator. En tout cas, sachez que c'est très intéressant comme plugin parce que ça vous permet automatiquement de gérer des éléments random dans votre application et ça se fait ça par un simple appel. Je vais essayer de vous le montrer plus que ça. Voilà, Random User Generator et ça c'est parfait. Ça vous permet d'appeler à un certain nombre d'utilisateurs tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer ici. Ne bougez pas, je vais vous faire une démonstration. Alors, j'en profite justement pour vous montrer un petit peu. J'ai le Random User Generator installé. Si je regarde depuis mes plugins, vous voyez, il est installé juste ici. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, Random User Generator va appeler de la manière d'un API extérieur. On va se retrouver sur le nombre de résultats qu'on va appeler. On peut appeler des hommes, on peut appeler des femmes. On peut appeler aussi, alors natif, je pense que c'est par rapport au nom et prénom. Et en fait, on va choper des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que ces résultats, en fait, on a vachement de paramètres de gestion qui sont assez forts. Et du coup, ça vous génère automatiquement des résultats d'utilisateurs. Par contre,
attention, les résultats des utilisateurs ne sont pas liés à la base de données. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas travailler dessus. C'est-à-dire que si je recharge la page, tout l'appel va changer. Et donc, en somme, vous ne pouvez pas travailler sur tout. Alors par contre, je ne sais pas si ces 10 personnes does not existent ou c'est des personnes qui existent vraiment. Ça, c'est un peu difficile à savoir. Par contre, effectivement, le paramètre ne marche pas du tout. J'ai des hommes et des femmes. Donc, je ne sais pas à quoi vous dire. Ça fonctionne pas. Ma foi, je ne sais pas. Peut-être avec le site Random User. Je ne le connais pas. Je vais regarder. Non, rien à voir. Si, c'est lié. Mettez-vous d'accord. Ok. D'accord. En tout cas, super intéressant l'idée. Et donc, effectivement, vous voyez, une fois de plus, c'est une API qui a été reliée au système et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je ne sais pas par contre si ce sont des vraies femmes ou c'est un truc qui est généré à la volée. Je n'ai pas regardé toute la documentation. J'ai reconnu une tête. Bon, ben voilà. Ce sont les personnes apparemment qui sont connues. Ok, rien à voir. Ok, c'est pas généré. Ah, on peut générer des Lego aussi. Très intéressant. Non, mais voilà, il n'y a pas d'informations particulières. À mon avis, ça peut être très intéressant pour vos projets. À vous de voir. Est-ce que j'ai une dernière actu à vous balancer ou pas? Je voulais quand même vous présenter cette notion d'auto-binding parce que il faut absolument en parler. C'est quelque chose que je vois fait de manière assez hasardeuse et ça peut vous intéresser. Alors, l'auto-binding, qu'est-ce que c'est? Je vous montre une page, la page profil. C'est l'exemple que je prends. Ce qui peut vous aider, c'est que dans la partie groupe profil, ici, on a un système avec des inputs. Et si vous regardez bien, on n'a pas de bouton. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est une fonctionnalité qui se fait directement par ce qu'on appelle l'auto-binding. Je vous montre la page. Ici, je suis connecté. Je vais sur la page profil. Et si je change le démo, donc là, c'est le démo et le nom et le prénom qui sont récupérés. Démonstration. Hop. Client TIST. Et ça, c'est permis par l'auto-binding, c'est-à-dire que l'enregistrement se fait directement depuis ici vers la base de données. Alors ça, pour maîtriser ça, il y a deux conditions qui sont obligatoires. C'est de un, d'avoir des champs qui soient accessibles, mais bon, ça va être lié par votre recherche. Si vous êtes du current user, c'est totalement possible. Et c'est une chose aussi, vous allez devoir régler des paramètres de privacy, donc de data privacy, c'est-à-dire de sécurité en quelque sorte, pour gérer les rôles et utilisations au niveau des utilisateurs pour éviter que tout soit accessible sur votre plateforme. Donc déjà de base, on va aller là-dessus. On se retrouve sur un champ qu'on a posé très très simplement. Et on va se retrouver sur cette partie-là. Alors attendez, je vais vous montrer en direct. Ici, quand vous activez l'auto-binding, voici ce qui se passe. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même. Normalement, ça change. Donc, sachez que ça enlève totalement l'initiate content. Et je vais aussi vous montrer quelque chose. C'est que dans les datas, quand vous êtes dans les privacy et que vous utilisez un système où des privacy ne sont pas configurés, où il n'y a pas accès à l'auto-binding, je vais le mettre comme ça. Parce que l'auto-binding, en fait, c'est une donnée de la data privacy et ça, il faut faire attention. En gros, je suis là, je clique dessus et automatiquement, déjà, le système va vous dire, attention, si vous voulez modifier cet input, vous devez faire en sorte que la data privacy vous y donne accès. Et donc, pour le coup, je reviens directement sur cette data au niveau de la data privacy. Et ici, je vais devoir activer l'auto-binding, sachant que c'est quelque chose qui, par défaut, n'est jamais activé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est dangereux. C'est-à-dire que globalement, là, n'importe qui peut arriver sur ce système-là et changer totalement le profil et enregistrer dans la base de données et tel quel, c'est parti. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont mis avec une sécurité. Et en gros, vous ne pouvez pas enregistrer l'auto-binding comme ça et vous pouvez choisir quel champ vous auto-bindez, en quelque sorte. Une fois que vous avez accès à ça, vous allez pouvoir changer le champ. Et une fois qu'il est accessible, vous avez le champ à modifier, c'est-à-dire qu'est-ce qui est modifié dans la base de données. Et une fois qu'on a ça, on a accès à toutes les informations. Alors, bien entendu, vous devez prendre un champ qui soit en rapport avec le type de champ que vous avez mis, le content format. Donc, ça ne génère pas d'erreur. Mais par exemple, ici, j'ai le nom et automatiquement, c'est le nom qui va être récupéré et qui va se sauvegarder direct dans la base de données. Et c'est ce qu'on voit, hein, si regardez parent group user non, donc je suis directement dans mon current user, on est bien dans la database. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on revoit quand on fait nos tests, puisque là, tout est enregistré automatiquement. Et l'auto-binding, c'est un truc hyper pratique. La seule chose qui peut vous donner vraiment des sueurs et vous donner de la difficulté, c'est le fait que l'enregistrement de l'information se fasse bien sous condition, c'est-à-dire que vous devez avoir accès à l'information, c'est-à-dire que selon où vous êtes dans votre système de base, dans votre parent, vous n'êtes pas forcément dans le bon endroit et l'auto-binding ne sera pas forcément possible en fonction du champ que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est une chose à savoir déjà, notamment quand vous êtes dans un repeating group.
Là, c'est un input simple. Et de l'autre côté, il y a aussi des difficultés. C'est si la data privacy n'est pas réglée correctement. À part ça, l'auto-binding, c'est vraiment un truc très intéressant. Un cas très, très, très rigolo d'auto-binding, c'est la création de texte. C'est-à-dire, vous avez un texte, vous l'éditez. Au lieu d'avoir un énorme champ qui va récupérer l'initiate input, l'initiate value, vous récupérez le texte, vous le modifiez, vous validez, vous sauvegardez et vous avez deux conditions. Une condition quand le système est rempli, et dans ces cas-là, vous modifiez le truc actuel, soit il n'est pas rempli, dans ces cas-là, vous créez un nouvel article. C'est bien, mais c'est fastidieux. Alors que si vous avez un auto-binding, automatiquement, vous changez le texte et directement, ça va être mis à jour. Et ça, c'est plutôt quand même très, très, très pratique. Ok, j'ai fini aujourd'hui ma présentation de toutes les actus Bubble. En attendant, pour moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée sur Bubble. N'hésitez pas à consulter le forum pour voir les différentes évolutions parce que c'est le meilleur moyen de se tenir à jour. Et moi, je retourne dans le bootcamp. Salut à tous!